Ouais. Ouais, enfin, il y a On va le mettre en pour vrac. les atomes, il y a plus simple, c'est dans le noyau de l'atome. C'est le proton. Donc ça, c'est un proton. Oui. Dans le noyau. Vas-y, c'est 2 protons. 2. 3 protons dans le noyau. Et donc N, c'est 7. 7. Numéro 7. Merde, pourquoi il est sur la ligne 2? Ah, ok. 7 protons. Parce que c'est la deuxième couche d'électrons. Ok. Voilà. Moi, ça y est, je suis perdue. Ça y est, je suis calé là. Ah là, ça change trop là. À l'aide. Bon, bah c'est cool. Sylvain, on a réussi à. Voilà. Il y a 7 Non, non, mais c'est bon, alors. Là, ce sera plus simple. 7 protons dans le noyau. Voilà. Donc en fait, bon, l'azote, c'est celui qui a 7 protons. Bon, 7 neutrons en général, il y a 10 isotopes, mais 7 neutrons pour le plus courant. Et puis, donc 7 électrons pour l'atome. D'accord? Bon, alors, en fait, l'azote, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, dans la vie, on le retrouve dans les protéines. Les protéines qui servent à plein de choses. Donc, moi, j'ai marqué ce qu'il y a marqué sur Wikipédia. Hein, donc, catalyse de réaction chimique, cytosquelette, c'est le squelette des cellules, structuration des tissus et tout ça. Pourquoi vous mangez de la viande, vous mangez du muscle, donc il y a de l'azote dedans, des protéines. Et donc, c'est pour ça. Il y a autant de protéines dedans. Voilà, donc les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Et où est-ce que vous retrouvez? Donc là, c'est un exemple de 2 acides aminés. Il y en a, je crois qu'il y en a 21 en tout, 8 acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas synthétiser. Et donc, on retrouve le N là, dans les acides aminés. Donc vous voyez, ça c'est exactement la même base à chaque fois. C'est juste la petite chaîne là qui peut être différente à chaque fois pour chaque type d'acide aminé. Mais tous les acides aminés comportent groupement carboxylique et groupement amine avec le N qui est là. Et après, on fait des chaînes comme ça. Donc des chaînes, vous voyez le N qui est relié au C là, puis après aussi là le N, et ainsi de suite. On fait des chaînes d'acides aminés et ça fait des protéines. Et voilà. Et donc, à la base, on en a aussi dans l'ADN. Bon, c'est l'ADN qui sert à faire les protéines. Donc, l'ADN, il est dans le noyau, sur les chromosomes. Après, il est, je crois que c'est transcrit, traduit, ou je ne sais plus dans quel sens. En tout cas, il y a l'ADN, après on passe à l'ARN, et après on passe à la protéine, qui est synthétisée dans la cellule. Et l'ADN lui-même, vous voyez qu'il y a de l'azote dans l'ADN aussi. Ok. C'est-à-dire c'est moins important, je pense, en termes de quantité d'azote, mais il y en a aussi dans l'ADN. Et puis, voilà, bon, je passe. Hein. Voilà. Donc l'azote, bon, le monde, vous savez qu'il a évolué, enfin, la Terre, elle a changé d'atmosphère au cours de son histoire. Et au début, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Bon, alors, il y avait vraiment des quantités infimes, et donc la vie, elle ne fonctionnait pas avec l'oxygène au début, quoi. Donc comment ça se passait? Il fallait, pour faire des molécules organiques, donc les molécules organiques c'est là où il y a plein d'atomes de carbone qui sont à la suite des uns des autres. Hein. Donc dans les protéines, vous avez vu, il y a plein de carbone. Ces carbones, c'est le principal. Donc comment on faisait? En fait, on assemblait, on prenait le carbone dans le CO2, et puis en fait on utilisait des substances qu'on dit réductrices, hein, comme le fer. Le fer, vous savez qu'en présence d'oxygène qui s'oxyde, ça donne la rouille. Hein. Donc là, en quelque sorte, ce qui va se passer, c'est que c'est pas l'oxygène qui oxyde le fer, mais c'est le CO2 qui oxyde le fer pour donner ces fameuses chaînes de carbone, en fait. Voilà. Donc, mais du fer, des sulfures et tout ça, il n'y en a pas en quantité infinie. Donc au fur et à mesure qu'on le consomme pour faire des bactéries, etc., et il y en a de moins en moins. Et donc, il y a 2,7 milliards d'années, il n'y en a presque plus. Donc, bon, du coup, on pourrait se dire, s'il n'y en a plus, ça va être game over pour la vie, quoi. La première extinction. Non, en fait, oui, alors je sais pas si c'est la première extinction, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'animaux compliqués, je pense, à cette époque-là, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est là qu'est apparue la photosynthèse. Wow. Donc, comme La nature Il y a trouve toujours 2,7 des milliards d'années, solutions. quoi. il y a 2,7 milliards d'années apparaît la photosynthèse. Ah ouais. Et donc, avec la photosynthèse, on utilise l'énergie solaire, et puis on prend le CO2, et puis donc on rejette du dioxygène. Le dioxygène, lui, est un oxydant super puissant. Comme à l'époque, l'oxygène, ça vient d'apparaître, hein, au fur et à mesure, il s'accumule, il va même aller dans l'atmosphère. Hein.
Et vous savez que comme il n'y avait pas d'oxygène, c'était des organismes anaérobiques qui fonctionnent sans oxygène. Maintenant il y en a encore, mais il y en a moins. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'oxygène va s'accumuler dans l'atmosphère, il va y avoir la formation de la couche d'ozone. L'ozone en fait c'est O3, c'est pas le dioxygène, on pourrait dire le trioxygène, hein, c'est 3 atomes d'oxygène. Et ça nous protège en fait des UV. Donc comme on est protégé des UV, on peut sortir de l'eau, et puis il peut y avoir la vie sur la Terre. Avant il y avait la vie dans l'eau, donc là on a la vie sur Terre. Et alors par contre il y a un problème, c'est pour l'azote. Bon, avant ce qui se passait pour l'azote, c'était assez simple, on avait de l'azote sous forme d'ammoniac, et puis donc on incorpore l'ammoniac dans les cellules, dans les protéines, hein. Enfin le N dans les protéines, et puis quand il y a un organisme qui meurt, il est décomposé, puis le N il revient dans le milieu, et ainsi de suite, quoi. Donc en fait il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. Mais dès qu'on met l'oxygène, le NH3 il est oxydé, quoi. C'est-à-dire qu'il va se transformer en NO3-, et donc il y en aura de moins en moins. Et en plus il y a un autre phénomène qui se passe, c'est qu'il y a des bactéries en fait qui font ce qu'on appelle la dénitrification, c'est-à-dire qu'elles prennent le NO3-, et puis en plusieurs étapes, hein. C'est pas qu'un seul type de bactérie, c'est plusieurs types de bactéries, mais on arrive en fait à mettre du diazote dans l'air à la place du NO3-. Donc le diazote aussi il s'accumule dans l'air, puisque vous savez qu'il y en a 78% dans l'air, donc voilà. Donc en fait on est passé vraiment à une atmosphère complètement différente. Là on a maintenant du diazote et du oxygène dans l'air principalement à partir de maintenant, quoi. Et donc il va y avoir des bactéries aérobies qui vont pouvoir exister, hein, et donc consommer le dioxygène. L'avantage qu'elles ont, hein, l'avantage du oxygène, c'est que c'est extrêmement oxydant, donc ça va être extrêmement réactif, et c'est ça qui nous permet d'avoir beaucoup d'énergie en fait. Donc en fait on est extrêmement puissant, on va dire, grâce à l'oxygène. On consomme beaucoup d'énergie en peu de temps, on consomme de l'oxygène et ça fait des réactions chimiques qui sont très énergétiques en fait. Voilà, donc on arrive au sujet, c'est le cycle de l'azote. Donc on a besoin de l'azote pour faire nos protéines, hein. Donc nous, on ne prend pas le diazote de l'air, on mange soit des plantes, bon les légumineuses par exemple qui contiennent beaucoup d'azote, et toutes les plantes en contiennent, hein, ou alors des animaux, quoi. Voilà, pour avoir de l'azote. Donc comment en fait l'azote arrive aux plantes? Alors il y a des plantes qui sont particulièrement intéressantes, c'est les légumineuses, qui elles ont des bactéries ici à l'intérieur de leur tissu, hein, ça s'appelle des nodosités, hein, c'est une espèce de petites boules qui contiennent des bactéries qui s'appellent, je crois, rhizobium, et donc qui sont capables en fait de fixer le diazote de l'air. Ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire que la plante fournit l'énergie, puisqu'elle est capable de synthétiser des chaînes carbonées, hein, c'est comme, c'est comme le glucose, etc. C'est de l'énergie à la bactérie, et la bactérie, en échange, lui fournit l'azote qu'elle a réussi à synthétiser grâce à cette énergie. Et donc ça c'est très bien, ça fait certaines plantes qui fixent l'énergie. Alors du coup, cette plante-là, comment elle fait pour avoir de l'énergie, quoi, en fait? Donc alors dans le... alors il y a plusieurs manières de voir les choses, mais quand il y a un organisme vivant qui meurt, imaginez cette plante meurt, donc ses racines meurent, et il va y avoir des organismes dans le sol qui décomposent. C'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser, cette matière organique des racines, pour manger, quoi. Hein. Comme nous on mange, là ça mange elle mange les racines, hein. Et quand elle mange des racines, comme nous on fait caca, elle aussi, donc du coup ça fait de l'azote qui est disponible du coup, pour la plante suivante par exemple, hein. Donc là c'est une manière de faire de l'azote. Il y a des bactéries qui ne sont pas dans les nodosités, qui elles aussi sont capables de fixer l'azote de l'air. C'est les azotobactères dont on parlait tout à l'heure, et qui fonctionnent apparemment en symbiose avec les plantes. Bon, ça, comme j'ai appris aujourd'hui, c'est pas très ancré, on va dire, mais a priori c'est ce que j'ai lu dans le livre de Marc-André Séo, donc ça va être bon. Donc en gros ça c'est pareil, hein, c'est une symbiose, c'est-à-dire que, mais sauf qu'elle n'est pas, la bactérie n'est pas à l'intérieur de la plante en fait, hein. Elle est à l'extérieur, donc pareil, on échange des sucres en échange
donc énergie contre azote, quoi. Hein. Voilà. Donc en fait cette flèche elle est pas très bien à mon avis, il faudrait plutôt la mettre comme ça, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc quand on a de l'ammoniac dans le sol, vous savez, l'odeur du poisson pourri ou l'odeur qui se dégage de pipi, etc. C'est une odeur pas très agréable de la matière en décomposition. Donc on a l'azote sous forme de soit l'ion ammoniac si le sol il est acide, soit NH3, sol basique. Donc ça c'est les ions ammonium, ammoniac. Et après il y a des bactéries qui sont capables qui vont utiliser ça pour oxyder en fait cette molécule et pour en tirer de l'énergie. Donc quand elle transforme mettons NH4+, en NO2-, et ça leur fournit de l'énergie, ou elles peuvent encore transformer NO2- en NO3-, et ça leur fournit aussi de l'énergie. Ok ? Alors la dernière chose qui reste à dire dans ce cycle, parce que pour l'instant on n'a fait que prendre de l'azote de l'atmosphère, et puis on l'a utilisé, hein, voilà, pour l'instant. Donc il faut aussi renvoyer le diazote dans l'atmosphère. Donc certaines bactéries en conditions anaérobies font ce qu'on appelle la dénitrification. Et donc elles prennent le NO3-, et puis au bout du compte, on arrive à remettre du N2 dans l'atmosphère. Si tout se passe bien, tout ça c'est équilibré, et la concentration en diazote dans l'atmosphère, elle est à peu près constante. Hein. Voilà, c'est réglé comme ça. Apparemment ça a l'air d'être réglé comme ça depuis très très longtemps. On est à 70% de diazote dans l'atmosphère. Voilà. Alors, juste pour montrer quelques illustrations de ça, donc, on est à cet âge-là de l'azote, hein, donc là je vous marque un système naturel, hein, c'est la forêt. La forêt fonctionne principalement en cycle fermé, c'est-à-dire il y a relativement peu de fixation d'azote. Hein. Et puis, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a formation par exemple les feuilles, puis les feuilles qui tombent, hein, et puis ça fait de l'humus, il va être décomposé, puis donc du coup ça va remettre de l'azote libre dans le sol, et puis la plante va pouvoir l'utiliser, quoi. Dans la forêt, en fait, pratiquement, c'est un circuit fermé, la forêt, hein, pratiquement, quoi. Voilà, donc là par exemple, on voit que dans le bilan, il y a un peu de lessivage, s'il pleut, il y a un peu de lessivage dans le sol, hein, parce que les NO3- par exemple, eux, ils partent facilement dans l'eau, quoi, comme on va voir tout à l'heure. Mais c'est relativement faible, puisque comme la décomposition a lieu progressivement, il n'y a jamais des concentrations très fortes de nitrate, hein, donc du coup, finalement, il y a peu de lessivage, et ça fonctionne assez bien comme ça. Voilà. Là c'est pas un cycle bouclé, vous voyez que vous avez plus carré qui ressort, donc si on est dans ce cas-là, il va y avoir une formation d'humus, hein, et puis la forêt va continuer à stocker du carbone dans son sol, a priori. Voilà, donc alors maintenant, passer à l'agronomie, hein, donc l'homme il intervient dans le système, hein, pour cultiver l'agriculture, là on a en moins 10 000, là on n'est pas en moins 10 000, il y a marqué 18e siècle. Donc 18e siècle, en fait on cherchait quand même à exploiter, on cultive, hein, donc quand on cultive, qu'est-ce qu'on fait? On prend des céréales, puis dans les céréales, du coup on a de l'azote, donc on prend de l'azote au sol. Hein. Donc le sol, en fait, si on continue comme ça, quelque part on mine le sol, hein, il y a de moins en moins d'azote. Hein. Donc comment ils faisaient pour résoudre ce problème? Ce qu'ils faisaient, c'est que tous les 3 ans, là, tous les 2 ans, enfin 2 ans céréales et puis 1 an jachère, quoi. Jachère, c'est on laisse le truc tout seul, voilà, on laisse la terre se reposer, quoi, entre guillemets. Et ça permet de fixer un peu d'azote, puisque dans la jachère, il y a un peu de légumineuse, hein, et donc ça fixe un petit peu d'azote. C'est pas super efficace, hein, mais ça marche quand même. Alors là, vous avez tous les flux qui sont marqués, donc je vous détaille pas tout ça maintenant. Mais globalement, ce qu'on retient de ce truc-là, hein, c'est que le seul azote dont on dispose, là, on n'a pas les engrais azotés de synthèse. Hein, donc il y a seulement à l'origine la fixation d'azote, hein, par les bactéries dont je vous ai parlé, qui fixent l'azote de l'air. Hein. Voilà, et puis donc là, on a à la fois les prairies, pas mal, hein, et
donc on utilise cet azote pour les animaux, ils vont synthétiser leurs protéines grâce à ça. Hein. Et puis on peut utiliser le fumier pour fertiliser les champs. Voilà. Et donc favoriser aussi la croissance des céréales. Vous voyez que finalement c'est ce qui compte le plus, c'est quand même le fumier plutôt que la jachère. Hein. Mais on faisait quand même la jachère. Voilà. Donc l'agriculture, il y a des céréales, des pâturages, quand même en quantité, voilà, à peu près, pâturage c'est à peu près pareil que tout ça, et puis des jachères. Voilà. Et ça permet de nourrir une certaine population par hectare. Donc là, je sais plus, il y a marqué 6 personnes pour 16 hectares. Bon, c'est pas génial, avec ça on nourrirait pas la France actuellement. C'est marqué en bas que les animaux pâturaient sur le jachère, et ça apportait les fertilisants aussi directement sur le jachère. Ouais, ok, merci. Ok. Alors ensuite, donc on a trouvé un système pour quand même nourrir plus de personnes, toujours pour 16 hectares là. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on nourrit. En fait, c'est comme si on avait les agriculteurs qui travaillent, et puis après les autres qui récupèrent quand même d'autres, encore de l'azote. Donc là, vous voyez, ici on a 30, et puis en fait, on arrive à fournir 100 à l'extérieur, toujours sur 7 hectares. Donc voilà, on passe de 6 personnes, mettons, à 20 personnes. C'est quand même vachement avantageux. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ce schéma-là? Sur 16 hectares. C'est que. Hein? Non, je sais pas. Non, c'est rien. Je disais, le rendement, il est 16 hectares pour 6 personnes. Ouais, non, mais 6 personnes, plus après, t'exportes. Ah ouais, ouais, c'est ça. Donc du coup, ça fait 20. Ouais. Parce que si je fais le rapport, tu vois, bon. Pas si mal que ça, en fait. Donc ça, c'est l'agronomie de la fin du 19e. C'est vraiment... ça marche bien, enfin, ça marche quand même pas mal. Et le point important dans ce truc-là, vous l'avez noté, c'est quoi la différence avec le tableau précédent? C'est qu'on utilise des céréales pour renouveler les animaux, quoi. Non, mais. Ouais, mais tout à l'heure aussi. On utilise des légumineuses, ça légumineuses. a de la jachère. Des légumineuses dans les jachères. Il n'y a plus la jachère. Alors, il n'y a plus de jachère. Enfin, oui, à la place de Il n'y a la plus de jachère et on utilise des légumineuses. Ah oui, d'accord. Donc, légumineuses, ça a 2 avantages. Donc, on peut nourrir les animaux avec. Ou alors, on peut se nourrir nous aussi avec, si c'est des lentilles, etc. Donc, il y a aussi les légumineuses pour les humains. Puis après, du coup, les animaux aussi, ils peuvent être utilisés toujours comme d'habitude. Voilà. Donc en fait, en plus, on utilise, non seulement ça fixe l'azote, mais en plus, on utilise la terre. Bon, on l'utilisait déjà tout à l'heure, puisqu'on dit de la faire remarquer, on utilisait la jachère. Mais je pense que c'est plus nourrissant pour les animaux si on met les légumineuses. On me dit d'accord, donc ça va. Donc on va arriver au 3e âge de l'azote. C'est-à-dire en fait, quelque part, on a fait. Il y en a qui parlent de rupture métabolique, pour dire qu'en fait on arrive dans un autre truc, dans un autre. On dirait un autre délire. Mais, en fait, voilà. C'est vraiment un autre délire parce que en 1909, il y a des Allemands, bon je crois que c'est Haber qui a trouvé le procédé, et puis Bosch qui a dû faire l'industrialisation du truc. En fait, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc l'azote, c'est vrai qu'on commençait déjà à utiliser l'azote pour fertiliser les champs, mais on utilisait l'azote, par exemple, le guano qui était au Chili, etc. Bon, c'était quand même assez limité, quoi. Puis on avait besoin d'azote pour 2 trucs, c'est-à-dire pour les colorants et aussi pour les explosifs. Explosifs. Donc, en fait, vous voyez, ça tombe bien, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. La première, ouais, merci. C'est vrai que, ok. C'est juste avant la Première Guerre mondiale, et puis donc on arrive à synthétiser plein d'azote. Bon, je sais pas si c'est pour ça que la guerre a duré plus longtemps, mais en tout cas, bon, les Allemands, on peut penser qu'ils avaient un petit avantage stratégique avec ça. Je sais pas si les autres ont trouvé vite le truc. Enfin, toujours est-il qu'on a un procédé industriel pour obtenir l'ammoniac. Un procédé vraiment assez énergivore, je crois que c'est 1%, 2% peut-être de l'énergie consommée dans le monde qui sert à faire les azotés de synthèse. Et donc voilà, enfin, c'est vraiment 1,5% des gaz à effet de serre, parce que ça fait du CO2, parce qu'on utilise souvent du méthane, on peut utiliser du méthane ou de l'essence, c'est la source d'énergie pour faire tout ça. On est quand même à 500 degrés là, et puis 400 bars, donc 400 bars c'est 400 fois la pression atmosphérique, donc c'est pas un truc, voilà, pas un truc que vous pouvez faire dans votre cuisine, faire une azotée de synthèse. Voilà, bon,
on arrive à cette molécule NH3, c'est l'ammoniac, et puis après, avec l'ammoniac, on fait ce qu'on veut, on peut faire de l'urée, on peut faire d'autres engrais, hein, on peut faire un nitrate d'ammonium, etc. Enfin, tous les engrais qu'on peut utiliser, engrais de synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un truc tout simple, c'est l'air, quoi. Dans l'air, il y a énormément de diazote, et en fait, ça veut dire qu'on peut faire autant qu'on veut. On est à volonté, quoi. À volonté d'azote. Tant qu'on veut, quoi. Tant qu'il y a de l'air, quoi. C'est de Avec l'énergie. l'énergie. Ouais. Alors, bon bah tout ça, ça paraît vraiment super génial. On va pouvoir augmenter la population humaine. Ça va être sympa, on va être tous ensemble et tout vachement proches les uns des autres, quoi, parce que ça va exploser la population humaine. Effectivement, la population humaine, elle a énormément augmenté au XXe siècle, quoi. On est, malgré les guerres et tout, on est passé quand même de 2 milliards, je crois, enfin, je sais plus, 2 milliards, c'était peut-être 1920, je sais plus exactement, mais là maintenant, on est presque à 8, quoi. Donc, on peut pas dire que c'est que à cause de ça, mais on peut dire que quand même ça a joué, quoi. Ça a joué quand même pas mal, le fait, la révolution verte, hein, on a parlé pour certains, donc ça c'était... En Inde, on a parlé de révolution verte, donc c'est l'utilisation des engrais de synthèse. Bon, alors, bon, il y a quand même des effets secondaires, on va dire. Des effets secondaires qui sont quand même pas super chouettes, comme son nom l'indique. Bon, alors, quand on met des engrais azotés de synthèse pour fertiliser les plantes, donc elles poussent plus vite, elles ont directement à disposition, il n'y a pas besoin de la minéralisation comme on dit tout à l'heure, dans le cycle d'azote, elles ont directement l'azote à leurs pieds, quoi. Et en plus, on peut en mettre des tonnes d'un coup, quoi. On peut en mettre plein, hop, on passe avec le tracteur une fois ou deux fois, hop, on balance, puis on s'en va. Voilà. On met des pesticides aussi, peut-être, je sais pas, en même temps ou après, je connais pas trop bien. Mais... enfin, en gros, on peut faire ce qu'on... Voilà. Le total. Ouais. Bon alors, les effets néfastes. Alors, vous voyez, il y a différents trucs ici. Bon alors... Ici, dans ce qu'on appelle la dénitrification, quand il y a le chemin qui passe de NO3-, donc non nitrate, à diazote. Sur le chemin, il y a un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui, bon, ça peut continuer jusqu'au diazote, mais des fois, le protoxyde, vu que c'est un gaz, il va quand même s'échapper du sol, quoi. Donc ça, c'est un gaz à effet de serre, c'est environ 5% de l'effet de serre, hein. C'est pas négligeable. Hein, en France, c'est de l'ordre de 10% des émissions. Hein, c'est la moitié des émissions de l'agriculture en fait, hein, en France. Excuse-moi, ça du coup c'est dû à ce que tu as dit, la nitrification. Dénitrification. Ouais. Donc du coup, comme on balance de plus en plus d'azote, il y a de plus en plus de dénitrification, donc il y a ça qui sort, quoi. C'est ça en gros. Yes. Ok.